Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'informer sur un nouvel outil d'estimation du bilan carbone des manip. On va écouter pour cela Alexandre Souchot, qui est postdoctorant au laboratoire MSC. Alexandre, c'est à toi. Merci Gaël, donc bonjour à toutes et à tous. Du coup, comme l'a dit Gaël, moi c'est Alexandre Souchot, je suis effectivement en post-doctorat au laboratoire MSC à l'Université Paris-Cité. Je travaille actuellement avec Gaël, justement, Gaël Charon, qui est du coup maîtresse de conférences au laboratoire MSC et vice-doyenne de la transition écologique pour la faculté des sciences. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment évaluer l'impact environnemental des pratiques expérimentales avec le développement d'un outil dédié aux chercheurs et chercheuses. Alors pour commencer, de quoi parle-t-on exactement? Il y a une différence importante à noter entre le bilan carbone global d'un laboratoire, d'une université ou d'un organisme de recherche global avec le bilan carbone d'une activité précise. Donc quand je dis activité précise, je vais parler d'une expérience, d'une manipulation ou même un peu plus globalement de l'activité de recherche d'un ou une chercheuse. La différence principale, c'est surtout une question d'échelle. Alors cette échelle peut poser problème? C'est que en théorie, toutes les activités de recherche d'un laboratoire sommé donnera le bilan global du laboratoire à quelque chose près. Dans la pratique, ben, les méthodologies actuelles, elles permettent pas vraiment d'isoler une expérience donnée. Il n'y a pas d'outil dédié à ce calcul précis. Donc au final, on se retrouve avec des chercheurs qui connaissent pas vraiment l'impact réel de leur activité et dans ces conditions, il est assez difficile du coup de faire évoluer des pratiques de manière concrète. Donc c'est là que ce projet commence. Pour revenir un peu aux bases, la méthode actuelle de référence, c'est celle du collectif Labo 1.5, qui permet donc le calcul des bilans carbone dans les laboratoires. Elle est basée sur les codes NACRE. Alors, pour rappel, qu'est-ce qu'un code NACRE? C'est un système de classification des achats et des services qu'on peut payer via des laboratoires. Du coup, chaque produit, chaque service appartient à une catégorie spécifique et unique. Donc, en gros, quand vous faites un achat au laboratoire, vous renseignez avec ce même achat le code NACRE via parfois, dans beaucoup de cas, même c'est l'administration qui le fait à votre place. Peut-être que vous le savez même pas, mais il y a bien un code NACRE. Et donc, par exemple, si je veux acheter un solvant type eau ou alcool, si je veux acheter par exemple de l'éthanol à 95%, je vais devoir renseigner le code NACRE NA05. Et du coup, pareil, si je veux acheter de l'eau distillée en bidon. Ou à l'inverse, un autre exemple, c'est si je veux acheter une ficelle justement pour mettre de l'eau ou de l'alcool dedans, je vais renseigner cette fois le code NACRE NB30. Voilà. Donc ces codes NACRE, ils regroupent plusieurs achats différents. Il y a plusieurs consommables, par exemple, dans chacun de ces codes NACRE. Ensuite, comment on relie achat et carbone et empreinte carbone? Donc, quand vous achetez un produit, il est classé dans un code NACRE, comme on vient de le voir, et à chaque code NACRE, on associe un facteur d'émission. Un facteur d'émission, c'est-à-dire qu'on a fallu, on met un kilogramme d'équivalent CO2 par euro dépensé dans ce code NACRE. Du coup, la formule concrète, c'est montant dépensé fois le facteur d'émission du code NACRE en question. Ça nous donne une émission CO2 avec un équivalent kilogramme CO2. Donc, par exemple, si je mets 100 euros de chimie dans le code NACRE NA05, pardon, j'ai mis 10, mais c'est NA05, le facteur d'émission, il est de 0,8 kg de CO2 par euro dans ce code NACRE. Alors, avec ces 100 euros de chimie achetés, on considère que j'ai émis 80 kg équivalent CO2. Donc, tous les achats d'un même code NACRE ont le même coût carbone euro. Et là, on voit que déjà, il y a quelque chose qui se dessine parce que quelle que soit la marque ou l'origine, on aura le même coût carbone. Donc, si je reviens un peu plus sur le fonctionnement de l'outil GES 1.5 développé par Labo 1.5. Donc, comme je l'ai dit, c'est une donnée d'activité fois un facteur d'émission qui donne un équivalent CO2. Cette méthodologie, elle est basée sur les trois périmètres du GHG protocole, donc qui est le Greenhouse Gas Protocol, qui est le standard méthodologique international pour la comptabilisation des bilans gaz à effet de serre. Dans ce protocole, il y a trois périmètres. Il y a le périmètre 1 qui est ce que vous brûlez vous-même, c'est-à-dire le chauffage. Alors, chauffage, j'aurais dû préciser chauffage à gaz, c'est-à-dire que le gaz, il brûle chez vous, ou dans le laboratoire en l'occurrence, ou un véhicule qui appartient directement au laboratoire.
Dans le périmètre 2, il y a l'énergie que vous allez acheter. Donc en France, c'est globalement l'électricité qui du coup, là, elle est produite ailleurs, elle n'est pas directement produite dans le bâtiment. Et enfin, le périmètre 3, c'est tout le reste des activités et c'est généralement le périmètre le plus lourd en termes d'équivalent, enfin en termes de coût carbone. Donc là, on va avoir les vols pour aller aux conférences, les achats, les consommables, tout ce qui est informatique. Tout ça, c'est basé sur des sources de référence comme l'ADEME, la base carbone de l'ADEME ou l'outil Ecodiac CNRS pour les équipements informatiques et le GHG protocole ou les modèles EEIO monétaires. Donc ces modèles-là, c'est ceux qui vont nous intéresser. C'est ceux qui permettent d'avoir un équivalent kilogramme CO2 par euro dépensé. Donc cette méthode, elle est robuste à l'échelle d'un labo, mais elle est basée sur des moyennes sectorielles. Pourquoi? Parce que du coup, je vais vous expliquer rapidement, vraiment je vais simplifier vraiment comment marchent ces modèles EEIO. Donc c'est des modèles entrée-sortie étendue à l'environnement. Concrètement, l'économie, elle est représentée comme un réseau d'échange entre secteurs industriels. Et du coup, pour un produit donné, on va comptabiliser quel est le coût carbone à chaque étape. Donc là, c'est ce que j'ai représenté en jaune. Les ronds, c'est l'extraction de la matière. Et les flèches, ça va être le passage d'un secteur industriel à un autre. Alors j'ai juste oublié un secteur, c'est le secteur du transport à la fin pour acheminer les biens jusqu'à vos laboratoires ou chez vous. Donc à la fin, ce qu'on fait, c'est que on peut mesurer physiquement précisément pour un produit donné chacune de ces étapes en termes d'émissions carbone. On fait la somme de chacune de ces étapes et ça nous donne du coup une masse finale kilogramme équivalent CO2. Et à la fin, puisqu'on connaît le prix du produit, on peut attribuer à 1 euro de ce produit une quantité équivalent, une masse équivalent CO2. Voilà. Donc cette approche, elle est systémique. Elle a l'avantage, c'est que le transport et l'administratif, ils sont directement inclus dans le calcul. Il n'y a pas besoin non plus d'aller rajouter quelque chose de plus. Et du coup, ensuite, comment est construit vraiment le facteur pour le code NACRE? Là, le problème, c'est qu'on ne peut pas mesurer cette valeur pour tous les produits intégrés au code NACRE. Ça prendrait beaucoup trop de temps et sinon, autant le faire individuellement à chaque fois. Du coup, on prend quelques produits représentatifs, puis on fait une moyenne. Et cette moyenne, ça nous donne le facteur d'émission du code NACRE. Voilà. Donc, pour tout produit, après, c'est cette moyenne qui sera prise. Donc le problème, c'est que ce facteur, c'est une moyenne sectorielle nationale. Il ne distingue ni l'origine géographique, ni la qualité environnementale du produit. Et donc, bon, ça c'est pour faire notre bilan global, voilà. Mais du coup, ça nous pose un problème, c'est que on a une limite qui s'impose. Parce qu'à l'échelle d'un laboratoire, l'approximation de moyenner sur tout le code NACRE, elle fonctionne. Parce que si on a un produit qui est peut-être surévalué, un autre sous-évalué, sur l'ensemble de tous les produits qu'on va mettre pour un laboratoire, ça va sûrement se compenser. En tout cas, l'approximation se tient. Par contre, à l'échelle d'une expérience, les erreurs là peuvent exploser. L'approximation, elle tient plus aussi bien. Parce que comme je l'ai dit, le facteur NAC, c'est une moyenne sectorielle. Du coup, si on prend un produit, potentiellement, il est faux. Donc, avec peu de produits, on peut avoir une grosse erreur. Il ne distingue pas les provenances, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si le produit il vient d'Allemagne ou de Chine ou des États-Unis. Et du coup, là aussi, on va avoir une grosse différence. Il ne distingue pas un achat éco-responsable d'un achat polluant. Et du coup, par exemple, pour un équipement durable acheté 2 fois plus cher, qui normalement son coût carbone est réduit puisque c'est un achat durable, et pourtant il est 2 fois plus cher, donc il voit mécaniquement ses émissions doubler puisque son prix est 2 fois plus cher et que le coût carbone est directement proportionnel à son prix. Donc maintenant que je vous ai un peu montré présenté le décor de ce qui existe, je vais vous présenter un peu plus précisément mon projet. Euh, Parce qu'en fait, pendant mon dernier postdoctorat, moi j'ai fait beaucoup de manips de microbiologie et j'ai fait ça en parallèle d'un intérêt croissant pour les problématiques environnementales et les questions de surconsommation. Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions sur ma propre utilisation des consommables qui, il faut bien le dire, en microbiologie peut être assez rapidement importante et impressionnante. Et du coup, j'ai cherché les données qui existaient sur Internet pour pouvoir commencer à faire ce calcul, mais elles étaient très dispersées, parfois assez difficiles à trouver.
Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait peu ou pas d'outils pour calculer concrètement l'impact de mon expérience. Du coup, j'ai commencé un peu à bidouiller via le code pour faire des calculs, pour essayer, voilà. Et d'un calcul personnel, je me suis retrouvé à faire un outil un peu plus partagé parce que bah, les collègues, en parlant autour de moi, se sont dit qu'eux aussi, ils étaient bien intéressés par ce genre de calcul. Donc le projet, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre au personnel de laboratoire de calculer, visualiser et comprendre leur empreinte carbone de leurs activités de recherche. Pourquoi? Bah parce qu'on a une absence d'outils efficaces et surtout rapides pour faire des évaluations du bilan GES de nos manips. C'est souvent destiné au laboratoire, comme on l'a vu avec GES 1.5. Et du coup, le projet, c'est de développer un outil simple qui permette la généralisation du calcul d'équivalent CO2 dans toutes les équipes de recherche. Pour ça, du coup, j'ai développé une application open source en Python. Alors pourquoi le Python? Très simplement parce que c'était déjà le langage que moi je connaissais, que j'avais appris à utiliser pour mes différentes activités de recherche, donc c'était plus simple. Au-delà de ça, c'est un des langages les plus utilisés dans la communauté scientifique. Alors certes, il faut commencer à appréhender certaines nouvelles bibliothèques quand on parle d'applications, mais ça reste quand même plus accessible que d'apprendre un nouveau langage dans sa globalité. L'objectif, c'est que toutes les données soient open source pour que ça puisse être enrichi par la communauté. Et enfin, que ce soit personnalisable pour l'utilisateur pour répondre aux besoins individuels. Et ce projet, il s'adresse à tous les chercheurs, ingénieurs, techniciens de laboratoire, les étudiants, et le personnel. Donc, en gros, toutes les personnes sensibles aux enjeux climatiques qui touchent de près ou de loin à un laboratoire. Dans ce projet, en fait, j'ai pas laissé de côté tout ce qu'a fait Labo 1.5. L'objectif, c'est de combiner une approche macroscopique avec une approche microscopique. Donc, l'application que j'ai développée, elle reprend absolument toutes les données de Labo 1.5. Du coup, on garde leur modèle EIO. Mais vu que c'est assez imprécis à l'échelle microscopique de la recherche, on a besoin d'un autre levier. Bah, le levier qu'on a la plupart du temps, ça reste les matériaux eux-mêmes. Pour la plupart des consommables, on va connaître deux choses, leurs matériaux ou le composé du produit chimique, biologique qu'on est en train d'utiliser. Et on va connaître aussi, alors on la connaît ou on peut y accéder assez facilement, leur masse, simplement en pesant le consommable par exemple. Or, bah, en fait, là, pour le coup, dans la littérature, il existe quand même plein de données sur des données GES sur les matériaux, notamment, encore une fois, avec l'ADEME, Ecoprofil, Plastique Europe ou d'autres données issues d'analyses de cycle de vie. On va pouvoir connaître le coût carbone d'un kilo d'un matériau. Donc l'approche physique, elle consiste à compter lorsqu'on fait une manip le nombre de cônes, de tubes, de cuvettes, etc. qu'on utilise, les produits chimiques, le temps d'utilisation des machines, les transports dans le cadre de la recherche, etc. pour à la fin faire un bilan carbone microscopique de nos recherches. Pour ça, j'ai dû définir un périmètre et et faire des choix méthodologiques. La plupart des données, et je dis bien la plupart, sont des données dites en cradle to gate, donc c'est-à-dire de l'extraction à la sortie d'usine, de l'extraction du matériau à la sortie d'usine. Donc, par exemple, pour le PMMA, la valeur, elle est de 3,75 kg de CO2 équivalent par kilogramme de PMMA produit. Et ça compte l'extraction, le raffinage et la fabrication de résine. Sur certaines données, le moulage du consommable, il n'est pas inclus. Et donc ça, c'est une question sur laquelle il faut réfléchir quand on doit l'ajouter, quand la donnée n'est pas disponible. Pour le moment, dans mon projet, j'ai exclu volontairement le coût administratif en pensant potentiellement qu'il était négligeable et surtout parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de données fiables qui me permettaient soit d'ajouter à chaque produit un pourcentage, par exemple, ou un ajout fixe par achat. Donc ça, j'ai pas trouvé de données. C'est quelque chose auquel je réfléchis. Ensuite, j'ai pas non plus ajouté la question de fin de vie, comme dans une analyse de cycle de vie classique, parce que bah, c'est quelque chose aussi qui est assez complexe, qui va dépendre beaucoup des matériaux, qui va dépendre aussi de son utilisation. C'est pas la même chose si on en fait une utilisation en physique ou par exemple en chimie ou biologie. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles il faut travailler encore. J'ai pas eu le temps de m'y pencher plus que ça. En revanche, ce que j'ai inclus, du coup, bah, c'est l'utilisation de la production par la matière première, puis la fabrication. Donc là, on est sur le cradle to gate. Aussi l'utilisation d'emballage et d'emballage secondaire, parce que
comme pour le produit lui-même, on peut connaître le matériau de l'emballage et de l'emballage secondaire, leur masse, ça c'est mesurable assez facilement. Et enfin, j'ai aussi inclus le transport en divisant en gros le monde par zone géographique. Donc le but, c'est de aussi montrer qu'il y a des choix qui sont assumés, que j'exclus là ce que je ne peux pas estimer proprement, mais le dire. C'est-à-dire ne pas le cacher sous le tapis, mais vraiment le dire clairement. Pour le moment, ça, je suis pas en mesure de le faire, donc je le fais pas, mais on le sait. Pour ce qui est du transport, je voulais vous montrer rapidement ce tableau pour montrer à quel point c'était important de faire ça. Alors, de diviser par zone géographique, à défaut de pouvoir connaître évidemment les trajets exacts de chaque produit, c'est quand même assez compliqué. Mais je vais reprendre mon exemple du PMMA. Si je prends 1 kilogramme de PMMA, donc la production coûte environ 3,75 kg de CO2 équivalent par kilogramme de PMMA produit. Ensuite, le transport, là, le transport de selon d'où il vient, on va avoir un ajout en plus à ce coût. S'il vient d'Europe par camion, on va avoir en moyenne 0,5 kg de CO2 équivalent supplémentaire par kilogramme de PMMA produit. S'il vient d'Asie par bateau, puis par camion, en fait c'est bateau plus camion, on va avoir en moyenne environ 0,40 pardon, kg équivalent CO2. Et par contre, s'il vient d'Asie par avion, si vous faites un achat express, par exemple, c'est assez rare globalement, mais ça arrive. Si vous faites un achat express, là, on va ajouter 4 kg de CO2 équivalent par kilogramme de PMMA produit. Donc ça double le coût carbone du kilo de PMMA, ce qui est énorme. Et du coup, la provenance et le moyen d'acheminement est essentiel à prendre en compte. Donc ça, dans l'application que je vais vous présenter juste après, c'est pris en compte. Ensuite, l'objectif, c'est aussi d'afficher l'incertitude plutôt que de la cacher, parce que l'incertitude, elle peut être très grande. Donc l'objectif, c'est pas d'avoir une valeur absolue parfaitement exacte, ce serait illusoire, mais l'objectif, c'est une estimation cohérente et reproductible, que l'on puisse se comparer deux manips équivalentes. Donc, et du coup, enfin, l'objectif final, c'est d'identifier les principaux postes d'émission pour réfléchir collectivement à la manière de les réduire. Donc voici un bug. Voilà, parce que mon ordinateur ne répond plus. J'arrive. Hop. Voilà. Voici du coup l'application que j'ai développée. Donc ça, c'est juste une petite animation pour expliquer son nom. Donc ça vient de laboratoire écologique que j'ai divisé en lab ECO2 pour équivalent CO2, donc qui s'appelle LabEco. Cette application, c'est une interface simple pour ordinateur, simple et ergonomique. Le but, c'est que ce soit une utilisation rapide avec des menus déroulants, des champs de recherche pour que tout soit au maximum simplifié. Comme je l'ai dit, tout est open source, tout peut être pris et ajouté. Elle est personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des manip types, faire un import-export de nos bilans carbone faits. L'objectif, c'est que les calculs soient normalisés, c'est-à-dire que du coup, la machinerie interne à l'application sera la même pour tout le monde. Donc, les calculs faits par l'un sont comparables aux calculs faits par l'autre et faire du gain de temps. Encore une fois, j'ai repris les bases de données de Labo 1.5 pour avoir aussi des catégories équivalentes, notamment en ce qui concerne les codes NACRE, etc. On peut faire des recherches équivalentes. Je vais avancer. Donc l'objectif c'est qu'aussi on puisse identifier spécifiquement des consommables pardon avec une base de données dédiée. Donc c'est une nouvelle base de données dans laquelle on peut rentrer le nom du consommable, les matériaux qui sont utilisés et leur masse, les matériaux de l'emballage utilisés ainsi que leur masse, le prix, le code NACRE et les références du travail pour que tout soit bien traçable et bien compréhensible. Donc c'est un travail initial un peu lourd mais qui du coup in fine est assez robuste. Pour éviter quand même à tout le monde de rentrer le prix ou de chercher à chaque fois toutes les références de leur produit, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le catalogue du magasin de l'IGM pour avoir une correspondance entre consommables, donc les noms exacts, et leur prix. Donc j'ai numérisé leur base que j'ai intégrée directement dedans.
Ça évite à chacun de refaire son calcul de dépenses exactes, surtout quand vous avez utilisé 3 tubes de 50 millilitres. Est-ce que vous savez exactement le prix? Pas forcément, puisque en général, vous les achetez par carton. Donc ça permet de faire un prix directement pour 3 et seulement 3 tubes. La méthodologie de calcul, elle est assez simple, c'est-à-dire qu'en entrée, on rentre le nombre d'unités consommées. Ensuite, ça calcule directement la masse unité, enfin la masse totale du coup utilisée en multipliant la masse unitaire fois le nombre d'unités. Ça calcule deux masses équivalentes de CO2 avec la masse fois le facteur d'émission défini par l'ADEME et toutes les sources définies précédemment. Et un deuxième, c'est le nombre de consommables fois le facteur EIO, donc la dépense fois le facteur de labo 1.5. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer comment on peut ajouter ou modifier un consommable assez rapidement. Ça nous permet d'avoir toute une liste et d'essayer de guider les utilisateurs. On peut aussi ajouter une manip type, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez défini plein d'achats, plein d'utilisations de machines et que vous dites que ça, par exemple, c'est comme ça qu'on fait chez vous dans votre laboratoire un séquençage d'ADN, vous pouvez l'enregistrer comme manip type. Comme ça, quand vous voulez faire un bilan plus global et que vous voulez dire qu'au cours des 6 derniers mois, vous avez fait 6 séquençages ADN, vous pouvez rentrer cette manip 6 fois et comme ça vous fait un gain de temps sur le calcul. On peut aussi ajouter une machine en connaissant la puissance de la machine, son temps d'utilisation par jour en heure et son nombre de jours d'utilisation, mettre le type d'électricité, enfin d'où vient l'électricité et du coup, ça vous donne pareil un calcul du coup directement via la consommation énergétique. On a ensuite un résumé des calculs. Bon voilà, on peut modifier, importer, ça voilà. Et enfin, une génération de résumés graphiques. Je vais passer assez vite là-dessus. Je vais vous montrer quelques exemples, mais ça, je suis encore en cours d'essayer. Enfin, j'essaye encore de comprendre qu'est-ce qui va être utile, qu'est-ce qui va pas l'être, pour pouvoir résumer au mieux ce genre de données, parce que je pense que ça va se faire surtout à l'utilisation, de savoir qu'est-ce qui est le plus utile. En vrac, c'est des graphiques camembert, des graphiques en tout genre, Pareto, qui permettent de résumer un maximum l'information. On va pouvoir cibler des sections NACRE à fort impact, comparer différentes approches, notamment entre la masse et le prix. Est-ce qu'on a une grosse différence? Et montrer aussi l'incertitude qu'il y a. Là, c'est pour essayer de voir la différence selon de la provenance, en faisant aussi des comment on dit, pardon, des comment lorsqu'on veut essayer d'émettre une hypothèse sur si jamais ça venait d'Europe plutôt que d'Asie, qu'est-ce qu'on pourrait économiser là-dessus? Voilà. Et du coup, bon, bref, in fine, identifier qu'est-ce qui est le plus émetteur et est-ce qu'on peut agir dessus? Sinon, sur quoi est-ce qu'on peut agir exactement? Euh, Donc une fois le point névralgique identifié, là c'est là où on peut agir, comme je le disais. Pour donner deux petits exemples rapides, j'ai eu deux exemples, un personnel et un qu'on m'a raconté sur, par exemple pour le plasma. Donc c'est quelqu'un qui m'a raconté que sur un protocole qui existait, ils utilisaient du plasma pendant, de souvenir, plusieurs dizaines de minutes. Et c'était un protocole qui avait beaucoup évalué, il y avait évolué, pardon, et qui avait des choses qui a été héritées d'anciens protocoles, et notamment le temps d'utilisation du plasma. Et en fait, en cherchant, en essayant de comprendre exactement un peu plus les processus, ils se sont rendus compte que 1 à 2 minutes de plasma suffisait. Et il y avait le même résultat scientifique, mais là, le coût énergétique était drastiquement réduit. Et du coup, c'est vraiment en faisant ce genre de graphique qu'on peut voir visuellement et plus rapidement là où on peut aller agir et essayer de regarder si scientifiquement on peut obtenir la même chose ou non. Moi, je m'en suis rendu compte personnellement, du coup, comme je vous l'ai dit, via ma culture cellulaire, avec le nombre de cônes, de boîtes, de gants que j'utilisais. Et en fait, je me suis rendu compte que notamment en ce qui concerne les gants, ben, en fait, avec la microbiologie que je faisais, qui n'était pas dangereuse, etc., donc tout dépend des situations, mais je pouvais en utiliser moins, moi, même parfois pour certaines manipulations, ne pas en mettre même sous hotte. Et du coup, ben, là, j'ai aussi réduit drastiquement ma consommation de consommables.
Donc c'est le but, c'est d'avoir du recul sur ces pratiques et du coup faire une réduction de la quantité de consommée sans dégrader la qualité scientifique. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de stigmatisation, c'est vraiment une discussion collective sur nos pratiques pour faire évoluer tout ça. Dans l'application, tout est référencé au maximum. J'ai essayé de mettre l'ensemble des sources que j'ai pu utiliser, là où j'ai pu trouver les, les données. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais lorsque quelqu'un rentre un nouveau consommable, le but c'est qu'il mette aussi une signature pour qu'on puisse tracer d'où vient l'information. Pareil, toute la méthodologie est présentée dans l'application aussi pour être sûr que tout soit clair pour tout le monde. Donc en synthèse, juste de ce que propose l'ABECO 2, en gros, c'est d'ajouter une granulosité au travail déjà fait par Labo 1.5, par l'outil GES 1.5, en ajoutant en gros une dynamique de ACV simplifiée basée sur la masse des matériaux et le matériau des consommables. Euh, les prochaines étapes de ce travail, c'est une première phase de test avec des groupes d'utilisateurs. Ensuite, ça va être de développer la base de données des consommables. Donc, avis à tous celles et ceux qui veulent participer. Ensuite, ben, il faut que je travaille sur l'intégration du calcul du calcul d'équivalent carbone par l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que comme on le sait, ben, c'est de plus en plus utilisé. Le problème, c'est que le coût environnemental, il est réel, mais dans les littératures, j'ai lu beaucoup de valeurs, alors contradictoires, c'est pas le terme peut-être, mais en tout cas diverses et variées qui changent beaucoup. Il y a un travail de cadrage méthodologique à poursuivre sur le sujet. Ensuite, il faut arriver à étendre le périmètre du coup de l'analyse de cycle de vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ajouter la composante de la fin de vie des consommables, intégrer le moulage et l'injection quand on n'est pas en cradle to gate, mais qu'on s'arrête à simplement l'arrivée en usine. Et enfin, standardiser le périmètre de l'expérience. Et ça, en fait, c'est un travail aussi qui doit être mené, qui est assez important. C'est pour pouvoir comparer deux expériences, il va falloir définir ce qu'on inclut, là où on s'arrête, comment on compare. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait partie exactement de mon travail de recherche? Est-ce que mon trajet pour venir jusqu'au laboratoire en fait partie? Est-ce qu'on considère que je commence mon comptage à partir du moment où je rentre dans le laboratoire? Est-ce que les conférences en font partie? Voilà. Est-ce que le chauffage de mon bureau en fait partie ou pas? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour qu'à la fin, on ait un périmètre commun pour ce calcul. Et avoir des comparaisons fiables et intéressantes entre les équipes, entre les laboratoires. Et donc, au final, un but, c'est d'avoir une normalisation du calcul du bilan de carbone pour les manips et éventuellement une généralisation. Ensuite, bah, le vrai défi, c'est construire la base de données. Ça, c'est la principale difficulté parce que c'est réunir des données fiables pour tous les matériaux, pour tous les procédés. Mais la seule solution que j'ai trouvée actuellement, c'est un maximum de contributeurs pour peser les matériaux, renseigner les valeurs connues, détailler des procédés. Là, l'exemple que je donne, c'est pour une purification de protéines. En fait, en cherchant un peu des valeurs, j'ai trouvé beaucoup de valeurs différentes qui parfois vont du simple à fois 1000. J'ai même vu fois 10 000. Et du coup, bah, en fait, ça n'a pas grand sens. Je vais pas mettre une barre d'erreur de 10 000, quoi. Et ça, mais en fait, il y a que les opérateurs qui ont déjà procédé à des purifications de protéines, qui connaissent absolument toutes les étapes avec les machines à utiliser, etc., qui peuvent au moins faire une évaluation un minima précise, enfin un minimum précise plutôt de ça. Et la piste complémentaire, c'est éventuellement impliquer des industriels, des fournitures qui maîtrisent déjà en fait des bilans carbone de certains de leurs produits, ou en tout cas, on peut aussi accéder peut-être à à leur méthode de purification si on revient sur les protéines, et ça pourrait être peut-être intéressant. Et pour que la base soit utile, il faut que ce soit une base alimentée collectivement pour qu'elle puisse être remplie et surtout assez exhaustive. Voilà, bah, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez, j'ai mis un petit QR code si vous voulez être contacté pour justement l'élaboration de cette base de données. Sinon, il y a l'adresse mail aussi qui est présente ici
pour avoir, si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations. J'ai mis le lien du GitHub où il y a la dernière version, donc c'est un point .exe qui est téléchargeable ou alors tout le code est disponible. Le point .exe fonctionne que sur Windows pour des raisons j'ai pas réussi à le faire sur Mac. Voilà. Et voilà, bah merci pour votre attention. Je voulais juste remercier Sylvia Desmonte, donc de l'Institut de biologie de l'ENS, avec qui j'ai travaillé précédemment, avec qui j'ai beaucoup discuté de ce projet, Dario Danile aussi, et bah, Gaël Charon, avec qui je travaille actuellement, et pour son implication dans ces sujets-là. Voilà, merci beaucoup.